Bienvenue dans le podcast Tendance 2020. La société évolue, nos comportements avec. À quoi vont ressembler nos vies demain ? Qu'avons-nous appris de ces derniers mois de crise ? M6 vous invite à la réflexion. Dans cet épisode, on va parler de ne rien faire. Prendre le temps pour ne rien faire. Parce que si dans la décennie précédente, être hyper réactif, c'était vraiment exister, eh bien aujourd'hui, on déglorifie le fait d'être constamment surchargé et l'on valorise le droit d'appuyer sur pause. On va donc passer du slow life au nothing life. Et ça, on va le faire avec Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary. Albert Moukébert, bonjour. Bonjour. Vous parlez souvent de la nécessité de réenvisager son rythme au quotidien, de reposer un peu son cerveau quotidiennement pour se défaire d'une certaine pression de performance. Est-ce que c'est vraiment compatible avec nos impératifs du quotidien, surtout aujourd'hui en 2020 ? Je poserai la question d'une autre manière. C'est est-ce que nos impératifs quotidiens sont compatibles avec le fonctionnement de notre cerveau ? C'est-à-dire, on essaye souvent d'adapter notre biologie à nos inventions quand ça touche à notre psychologie. Mais on ne fait jamais ça avec notre corps, par exemple. Je ne construis pas des escaliers qui font 2 mètres de haut. Et après, je dis, est-ce que mon corps est compatible avec ces escaliers ? Je construis des escaliers que mes jambes peuvent traverser, et je me dis, ces escaliers sont compatibles avec mon corps. Et je pense que de plus en plus, il est en train de devenir évident que nos modes de vie ne sont pas compatibles avec notre cerveau, et pas le contraire. Et quelque part, cette oisiveté, beaucoup de philosophes et de penseurs l'ont prévu au début du siècle, avec le début de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les burn-out, avec les taux d'insatisfaction et tout ce qu'on est en train de voir, ces philosophes comme Bertrand Russell, comme Hermann Hesse, etc., sont en train d'avoir raison que c'est plus nos modes de vie qui sont incompatibles avec notre biologie que le contraire. Quels sont les effets bénéfiques de cette forme d'oisiveté sur notre cerveau et plus largement, finalement, sur notre état de santé, sur notre bien-être ? Là aussi, je vais peut-être répondre à l'envers. C'est en fait, je ne sais pas s'il y a des bénéfices nécessairement de ce mode de vie pour notre cerveau. Par contre, on sait qu'il y a des effets délétères de nos modes de vie actuels sur notre cerveau. On voit des pics de burn-out, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des problématiques relationnelles, des tensions interpersonnelles. En fait, quand on veut aller mieux, on peut faire 2 choses. Et c'est la même chose pour les récompenses, pour la punition, etc. On peut soit faire quelque chose qui nous fait du bien, soit enlever quelque chose qui nous fait du mal. Ralentir nos rythmes, je ne suis pas sûr que c'est tendre vers quelque chose qui nous fait du bien, autant que enlever quelque chose qui nous fait du mal. Et du coup, c'est plus ce qu'on est en train de faire est mauvais, et donc on voudrait l'arrêter parce que c'est mauvais. Pas nécessairement on voudrait arrêter de le faire parce que arrêter de le faire est bénéfique. Parce que là aussi, penser que ne rien faire, ça va être bénéfique, on est encore dans une vision améliorative de performance. Et quelque part, on va se mettre la pression de rien faire pour aller bien. Oui. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet écueil-là où ne rien faire devient la même pression que, par exemple, manger sainement, ou, par exemple, faire du sport, ou, par exemple, faire du yoga. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait faire, c'est un changement de paradigme, de sortir des injonctions de vouloir aller bien et de se dire je vais pas faire ce truc parce que ça me fait du mal, pas parce que ne pas le faire ça me fait du bien. C'est une sorte de changement de paradigme dans comment on perçoit la qualité de vie. Votre cerveau vous joue des tours, c'est le titre du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie réellement ? Alors la première chose que je voudrais expliquer, parce que souvent je pense qu'on donne une connotation à votre cerveau vous joue des tours comme si quelque chose de négatif. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien... je suis amateur un peu de magie, des tours de magie, etc. Et pour moi, me jouer un tour, souvent, c'est quelque chose qui est cool. Donc, pour moi, votre cerveau vous joue des tours est déjà quelque chose de relativement neutre. C'est-à-dire, notre cerveau peut nous jouer des tours qui sont cool et des tours qui peuvent nous induire en erreur. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une grande partie de notre vie psychique est traitée sans vraiment
qu'on en soit conscient, ou en tout cas ça se met en place, et une fois que c'est mis en place, ça devient automatique. Et des fois, ces automatismes qu'on est en train de faire, je sais pas, prenez l'exemple de conduire une voiture. Quand vous commencez à conduire une voiture, c'est beaucoup d'efforts, il faut se concentrer, est-ce que j'appuie sur l'embrayage, comment est-ce que j'enlève. Et une fois qu'on le fait, on n'y pense plus. Et on n'y pense plus. Pour la conduite est très utile, mais des fois, pour d'autres choses, ça peut être pas nécessairement une bonne chose, comme par exemple avoir une idée fixe sur quelqu'un et ne pas la mettre à jour alors que cette personne n'est pas vraiment qui on croit qu'elle est. Fumer qui peut devenir une habitude, et quand on arrête alors qu'on sait qu'on est en train d'enlever quelque chose qui nous fait du mal, ça nous manque quand même parce que c'est des habitudes. Et plein d'automatismes comme ça dans notre quotidien. Ça peut être croire que, je sais pas, ça peut aller vraiment sur des sujets très sociétaux et dramatiques. Une femme qui subit de violences domestiques et qui pense que c'est de sa faute, son cerveau lui joue un gros tour. Après, c'est pas juste son cerveau, il y a aussi tout le contexte, on doit penser la société, etc., etc. Mais tout ça contribue à ces tours que nous jouent nos cerveaux, et que je reprends dans le livre pour essayer de parler de plusieurs facteurs. Ça peut être comment le stress, par exemple, pousse notre cerveau à nous jouer des tours, ou bien être attaché à une certaine opinion et se convaincre qu'on a raison, indépendamment des informations qui viennent de l'extérieur ou de l'environnement. Et donc j'explore ces différentes situations où notre cerveau peut nous jouer des tours, tantôt pour notre bien, et dans d'autres situations où ça peut être plus délétère pour nous. Vous avez lancé des tests assez intéressants avec des entreprises privées sur la fameuse semaine de 4 jours. Ouais. Est-ce que ça s'inscrit dans cette logique de réenvisager nos rythmes, nos priorités ? Alors, effectivement, on a lancé une expérimentation avec une boîte, c'est Welcome to the Jungle, qui réfléchissait déjà au monde du travail, et je trouve qu'ils ont eu la posture d'intégrité quelque part et d'honnêteté, de dire on réfléchit au travail, et donc on va s'utiliser nous-mêmes comme sorte de labo test pour cette chose. Et effectivement, on les a suivis pendant plusieurs mois sur quels sont les impacts, parce que peut-être que travailler 4 jours, ça va être pire. On ne sait pas, parce que quand on y pense, les 5 jours de travail, personne n'y a réfléchi et s'est dit 5 jours c'est le plus optimal. Ça a été, on appelle ça des choix par défaut. C'est-à-dire, mais il y a eu des raisons qui remontent à bien avant le travail. Le travail, l'emploi, c'est quelque chose de récent. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. Une personne qui laboure sa terre en 1420, c'est pas un emploi, il n'a pas de salaire, il n'a pas de fiche de paie, il ne paye pas ses impôts, etc. C'est vraiment quelque chose de récent. Et les 5 jours de travail sont arrivés là, un peu par défaut. Et personne ne s'est dit, est-ce que c'est la meilleure forme pour des humains de collaborer ensemble ? Pourquoi pas 6, pourquoi pas 3, pourquoi pas une semaine de 4 et l'autre de 5 ? On ne sait pas. Et donc, avec Welcome to the Jungle, ils ont voulu mettre un peu tester ce que ça ferait si on bossait 4 jours, avec des salaires de 5. Il n'y a pas eu de réduction de salaire, ni quoi que ce soit. Et donc, nous, avec Chiasma, donc la structure que j'ai cofondée, Cogix, une structure aussi de sciences cognitives qui s'intéresse au monde du travail, on a suivi le côté impact sur un peu psychologique, un peu sur les collaborateurs, et quelqu'un d'autre a fait les suivis sur le côté business. Je ne peux pas vraiment commenter ce que ça fait du côté business parce que je ne m'y connais pas spécialement, mais sur l'impact psychologique, la première chose, parce qu'il y a l'impact un peu, donc c'était divisé en 2 parties, un côté quantitatif avec des échelles psychométriques issues de la recherche, et un côté qualitatif pour voir le ressenti des gens, parce que des fois on fait des mesures statistiques et rien ne change, mais le ressenti est amélioré, et c'est ça qui compte pour nous. Et donc on avait mesuré le stress, une notion qui s'appelle le locus de contrôle, la qualité de vie, etc. Et on a fait des entretiens qualitatifs, et ce qu'on voit, c'est que ou bien les choses restent identiques, ou bien il y a une amélioration sur certains facteurs, comme par exemple un facteur qui s'appelle le locus de contrôle interne, et c'est la sensation de sentir que j'ai un contrôle sur ma vie. Combien est-ce que ma vie m'échappe ? Combien est-ce que je subis les rythmes effrénés sociaux ? Je subis, les heures de pointe. Et un locus de contrôle interne, c'est combien est-ce que je suis agent de ma vie ? Combien est-ce que je peux, moi, gérer ma vie ? Et ce qu'on a vu, c'est une amélioration dans le locus de contrôle interne. Et en qualitatif, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont maintenant du temps, sans que ça soit leur week-end, d'aller voir un médecin, d'aller visiter un proche, etc., etc. Et c'est pas du tout vrai, comme on dit, que si on donne du temps aux gens, ils ne vont rien faire. Et je pense que beaucoup de boîtes devraient se poser ces questions. On a vraiment beaucoup de choses qu'on accepte comme ça, sans qu'il y ait vraiment une raison. Oui.
de pourquoi est-ce qu'on l'accepte. Et donc, Welcome to the Jungle continue ces semaines de 4 jours. Continue ces semaines de 4 jours. Je pense qu'ils l'ont suspendu temporairement avec Covid. Bah, bien sûr, oui. Donc c'était un peu compliqué, mais oui, jusqu'à Covid, c'était vraiment entériné comme le fonctionnement de la boîte. Un vrai laboratoire, là, vous avez eu sous la main, c'est intéressant. C'est vraiment, il faut aussi dire qu'ils ont vraiment été jouer le jeu. On a un protocole assez contraignant. On est vraiment des chercheurs, donc on essaye de faire ça autant que possible dans un design expérimental aussi rigoureux que possible. Et à aucun moment est-ce qu'on a senti qu'il faudrait qu'on soit moins chiant. Dans l'étude Tendance 2020, on évoque que la décennie à venir va dépendre de notre capacité d'adaptation, de résilience. Est-ce que c'est vraiment possible de rééduquer notre cerveau pour s'adapter justement à ces changements ? Notre cerveau se rééduque tout le temps. Des fois même c'est problématique, c'est-à-dire on s'adapte. On est une espèce adaptative. Pas seulement nous, mais beaucoup d'espèces sont adaptatives. La preuve avec ce qui vient de se passer. La preuve avec ce qui vient de passer, etc., etc. Et je pense que le challenge d'adaptation de la décennie qui vient, c'est le challenge de notre espèce, de toutes les phases, qu'on soit s'adapter à être chasseur-cueilleur, puis à la sédentarité, puis etc., au travail, etc., etc. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on pourrait des fois ne pas s'adapter. C'est-à-dire, beaucoup de personnes me questionnent sur la capacité du cerveau à s'adapter, et moi, des fois, je me dis, ce serait bien si on trouverait une manière d'arrêter de s'adapter, parce que des fois, on s'adapte à des choses qui sont complètement dingues et qui sont injustes, et on ne devrait pas accepter ça, et on le voit. Par exemple, aujourd'hui, avec les manifestations qui sont en train de se produire aux États-Unis, etc., c'est un pays entier qui s'est adapté à une sorte de violence ordinaire, de racisme ordinaire. Et donc, je pense qu'il y a le challenge de s'adapter aux changements bénéfiques qu'on a besoin de faire, que ce soit face au réchauffement climatique, face aux violences interpersonnelles, au racisme systémique, etc., etc. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'adapter aux changements qui sont plus délétères. Par exemple, maintenant, avec le déconfinement qui arrive, etc., comment est-ce qu'on va faire pour ne pas faire en sorte que tout le monde décide ça nous manque les vacances et qu'on augmente l'utilisation des avions de je ne sais pas combien, etc., 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 et qu'on relance la production. Apple va vouloir, je ne sais pas, sortir 2 iPhones d'un coup, Google, etc., etc. Donc, il y a le côté, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi devrait-on s'adapter et à quoi devrait-on refuser de s'adapter. Essayer de combattre cette tendance naturelle qu'on a à l'adaptation. Et c'est cet équilibre-là, je pense, qui va être le challenge. Comment nuancer entre les choses que je devrais accepter et les choses que je devrais refuser d'accepter. C'est pas parce que c'est la norme que c'est nécessairement bien. Si on reste sur le problème des enjeux climatiques, on a évidemment conscience, tous, je pense, enfin j'espère, des risques écologiques et on a des preuves aussi scientifiques que ça va dans le bon sens si on change ces choses-là. Le fait est que nous, humains, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser à notre plaisir immédiat, tout ce qu'on peut avoir là, à consommer plus, à justement, vous le disiez, à prendre l'avion plus fréquemment. Donc vous travaillez sur ce sujet. Comment on peut redompter notre cerveau ? C'est ça, face à cette urgence climatique, à un enjeu finalement à plus long terme, parce qu'en ce moment, surtout en ce moment, on voit quand même à très court terme. Donc effectivement, j'ai cofondé avec Thibaut Gressinger un laboratoire qui s'appelle le ACT Lab. Si des personnes nous écoutent et sont intéressées, vous pouvez aller sur notre site, c'est ACTE, ACT Lab, qui est l'approche comportementale pour la transition écologique, où on s'intéresse aux apports des sciences cognitives et comportementales face à l'urgence climatique. Parce qu'effectivement, on est des êtres d'habitude, et donc on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il y a beaucoup d'automatismes, ces automatismes dont on parlait, qui font qu'on n'a pas nécessairement conscience de l'impact de nos actions. Comme vous étiez en train de dire aussi, beaucoup de fois on ne voit pas les conséquences négatives de nos actions, notamment avec le climat, mais aussi on ne voit pas les conséquences positives de nos actions. C'est-à-dire, si demain je commence à avoir un comportement hyper pro-écologique, etc., je ne vais pas voir le glacier qui se reforme pour faire gros. Faire gros un peu, ouais. Je ne le vois pas, donc j'ai pas un retour du réel
qui m'indique conséquence mon comportement a eu. Alors que notre cerveau fait souvent ces opérations de prédictives, il essaye de prédire comment est-ce que le monde va fonctionner pour pouvoir avoir une sorte de retour sur comment je vais adapter mon comportement. Et ça devient difficile. Et effectivement, pour le climat, ces enjeux cognitifs sont assez compliqués. Mais du coup, ce qu'on devrait faire, c'est évidemment renforcer chez l'individu certains comportements qui peuvent nous aider à aller vers l'avant. Mais aussi et surtout ne pas faire porter toute la responsabilité à l'individu. Il y a aussi la responsabilité collective et systémique, c'est-à-dire on a aussi besoin de changer d'un point de vue sociétal beaucoup de choses. Si moi par exemple je vais essayer d'avoir, je sais pas, un régime alimentaire qui soit plus respectueux des animaux, mais aussi pour les enjeux climatiques, et dans mon quartier il y a que des restos qui font, je sais pas, de la viande, ça va être très compliqué de dire que c'est ma faute. Donc on a besoin de comprendre que le changement climatique, si on veut pouvoir faire face à ce défi, on a aussi besoin d'une réponse collective et systémique. Et nous, à Act Lab, on croit que c'est là où les sciences du comportement ont un rôle énorme à jouer pour informer les politiques publiques, pour informer les sciences de l'économie. Parce que par exemple, disons que je veux faire une taxe carbone, on a besoin de personnes qui connaissent comment les humains vont agir pour pouvoir savoir si cette taxe va être vécue comme punitive ou incitative. Comment est-ce que les gens vont réagir? Parce que beaucoup de fois, on met en place des choses et on remarque que derrière, parce qu'il n'y a pas une pensée sur comment est-ce que l'humain réagit, il y a certains effets, par exemple, qu'on appelle l'effet Cobra, quand on met en place quelque chose et ça a l'effet rebond, un effet contraire à ce qu'on voudrait. Par exemple, on a remarqué que dire aux gens d'éteindre les lumières chez eux avant de sortir, ça leur donnait une sorte d'illusion d'avoir fait un comportement pro-écolo, et derrière, ils faisaient quelque chose qui était pire. Alors que les lampes, c'est des LED, et si vous les laissez allumer pendant genre 6 mois, ça fait pas peut-être le trajet d'une voiture. Et donc on a besoin de comprendre la psyché de l'humain, et donc d'avoir les sciences comportementales, on pense qu'elles ont autant à apporter que les sciences politiques ou les sciences économiques. Aider l'individu et l'accompagner, mais ne pas le surresponsabiliser, et garder en tête une approche aussi systémique, collective, pour qu'on puisse créer des environnements qui sont propices à ces changements. On a réellement vécu pendant cette période de Covid ce moment de pause, ce ne rien faire tout en faisant beaucoup. Ça nous a obligés un peu à repenser nos systèmes de valeurs. On est tous en train de se poser des questions sur ce qui s'est passé, et là où on a dû se positionner finalement dans nos propres vies, à se concentrer sur ce qui était important pour nous, à laisser place à une certaine forme d'introspection. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations, et quel est votre regard sur cette crise ? Je pense qu'il est encore trop tôt pour parler d'affirmation, et moi personnellement, si je devrais me lancer comme ça dans des prédictions, je pense pas que beaucoup de choses changeront pour des raisons que je peux exposer. La première, c'est qu'on est des êtres d'habitude, et nos habitudes, je pense pas qu'en 2 mois peuvent changer énormément. Mais surtout, là aussi, on est en train de penser à l'individu. Et quand on regarde le système, ça n'a pas énormément changé. C'est-à-dire les endroits où il y a eu des changements sociétaux massifs, c'est des endroits où quelque chose dans le système a changé. Alors que face au Covid, et c'est parce que je ne suis pas en train de dire ce que je souhaite ou pas, c'est quelles sont les conditions objectives pour changer. Il n'y a pas eu de changement au niveau institutionnel. On est encore dans le même système politique avec les mêmes personnes, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Il n'y a pas eu des changements environnementaux, il n'y a pas eu un tsunami ou des bombardements ou quelque chose pour... Il y a eu moins de pollution quand même. Oui, bien sûr, mais je veux dire, si je sors dans mon quartier, il est encore familier. Il n'a pas énormément changé. On a continué autant que possible à continuer à faire ce qu'on faisait. Donc les personnes qui pouvaient télétravailler. Certaines personnes ont travaillé même plus que d'habitude. Oui. Les personnes qui étaient précaires étaient encore plus précaires, donc là aussi ça n'a pas changé. Donc quand on regarde à l'échelle du système, ce qui a changé, c'est plus les impacts économiques, et tout le monde est en train de travailler d'arrache-pied pour revenir à où c'était avant. Donc je ne vois pas d'éléments qui peuvent m'indiquer pourquoi est-ce que cet épisode va créer des changements massifs. Après, évidemment, sur l'échelle individuelle, on s'est posé plein de questionnements, mais encore une fois, on est des êtres d'habitude, donc si l'environnement va nous renvoyer à nos habitudes antécédentes, ces questionnements vont petit à petit se passer à la trappe ou rester au niveau du questionnement. Dans notre cerveau, on a quelque chose sur lequel, par exemple, on travaille aussi au Act Lab, qui s'appelle le Intention Action Gap, le trou intention-action, c'est-à-dire quand j'ai une intention,
Quand est-ce que je la transforme en une action? Par exemple, une forme d'intention action gap, c'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination est une intention que je transforme pas en action. C'est la même chose quand je pense à des valeurs, etc. Peut-être que j'ai l'intention de moins travailler, etc. Mais si quand je repars au boulot, j'ai le même flow de mail, j'ai les clients qui m'attendent, etc., etc., les chances sont que je vais revenir à mon mode par défaut et ne pas mettre en place ces changements. Mais c'est assez intéressant parce que c'est très proche aussi de la problématique climatique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de changement systémique à côté de la prise de conscience individuelle, souvent c'est l'individu qui va devoir se réconformer au système. Est-ce que vous avez une astuce pour couper, pour vous accorder ce fameux temps de pause salvateur au quotidien, hein? On en parlait tout au début de cet entretien sur arrêter, se poser. Oui, après, ce que moi je fais, c'est moi qui le fais, donc je ne sais pas si c'est applicable pour tout le monde. La première chose que je fais, c'est j'essaye de prendre moins de travail. Donc déjà, ne pas me forcer à devoir dénicher un petit créneau de pause. Mais ça arrive aussi que j'ai des semaines très très chargées. Et pour moi, j'ai développé des sortes d'habitudes où je peux faire des mini-siestes, par exemple. Je peux dormir 4 minutes, je peux dormir 6 minutes, je peux dormir 7 minutes. Des fois, je ne m'endors pas, mais ça me laisse l'opportunité de faire ça. J'essaye tous les jours chez moi de me poser et de rien faire. Au début, c'est hyper chiant. On se demande genre qu'est-ce qu'on fout. Je regarde la peinture sécher. Au bout d'un moment, c'est un peu agréable. Je joue aussi aux jeux vidéo. Ça me permet de prendre congé de moi. Les jeux, ça happe toute l'attention. Et du coup, c'est comme si on n'existe pas. On devient un peu le personnage ou nos mains, genre la manette. Et ça aussi, ça m'aide. Mais encore une fois, chacun peut faire ça comme il veut. Et c'est pas dans l'action qu'on fait, c'est dans l'attitude qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo avec moi et pour eux, ça les stresse énormément. Oui. Ils se mettent une pression énorme. Il y a des personnes où rien faire, ça les angoisse parce qu'ils sentent qu'ils perdent leur temps. Il y a des personnes où faire leur sport les pousse à se lever à 5 heures du matin pour pouvoir faire le jogging, puis se doucher, puis aller au travail et ça leur va. Et d'autres personnes, ça leur pourrit la vie. Ils sont vraiment mal toute la journée et donc ça sert à rien de le faire. L'important, c'est qu'il n'y ait pas cette pression de performance, qu'il n'y ait pas cette pression améliorative, de ne pas faire des choses pour quelque chose. De ne pas faire quelque chose parce que ça me fait du bien. De pas tout le temps vouloir tirer un bénéfice de tout. Et la reconnaissance, ça c'est aussi quelque chose qui est très très fixé dans cette société d'aujourd'hui. Oui, évidemment. Et aussi la reconnaissance ou bien devoir montrer ou devoir faire pour qu'on me dise bravo. De faire des choses pour rien. Ça paraît vraiment bizarre, mais je pense que cette course effrénée d'amélioration, de performance, d'avoir la meilleure vie que je peux avoir, etc., paradoxalement, nous empêche d'avoir ces meilleures vies. Et c'est un peu dommage. Albert Moukébert, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary.